Merci à tous d'être présents aujourd'hui. Je pense qu'on va attendre 2-3 petites minutes que les dernières personnes arrivent avant de commencer, et puis on commencera. Voilà. Est-ce qu'on peut parler peut-être un petit peu de Beanstalk au préalable? Bah oui, carrément. Déjà, bienvenue à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler des étapes d'un achat immobilier. Donc pour rappel, Beanstalk vous accompagne dans votre projet d'investissement locatif. Donc on a vocation à vous accompagner sur toute la partie transaction, la partie financement, la partie travaux, ainsi que la partie gestion locative et légal, évidemment. Et nous, aujourd'hui, on va se concentrer du coup sur la partie transaction et donc vous présenter les étapes d'un achat immobilier. Donc, on peut peut-être se présenter. Bien sûr, je te laisse commencer. Donc, moi, c'est Pauline. Je suis team lead de l'équipe légale donc chez Beanstalk depuis... je suis arrivée chez Beanstalk déjà depuis plus d'1 an. Et voilà, j'ai le plaisir du coup de vous présenter aujourd'hui avec Maëlle, qui va se présenter également. Donc, moi, je suis team lead Customer Success et du coup, arrivée aussi depuis un peu plus d'1 an maintenant chez Beanstalk. On fait donc partie des anciennes. Et on présente aujourd'hui ce webinaire parce qu'on a la faculté de travailler énormément en binôme et vraiment d'apporter toutes les informations qui pourront vous être nécessaires sur les grandes étapes de la transaction. On va peut-être commencer à rentrer un petit peu plus dans le concret. Tout à fait. Voilà. Du coup, on va vous présenter, comme on disait, donc, toutes les étapes d'une transaction immobilière. On va commencer par le début. C'est mieux hein, quand même. La transaction immobilière commence donc, du coup, par la rédaction d'une offre d'achat. Donc, quand vous voulez acquérir un bien immobilier, on a d'abord donc du coup un bien qui est mis en vente et l'acquéreur va faire ce qu'on appelle du coup une offre d'achat. Donc, vous allez écrire en fait, il n'y a pas de formalité particulière, mais souvent on le fait quand même par écrit parce que c'est toujours mieux. Et donc, vous allez proposer au vendeur d'acheter son bien et vous allez y inscrire des conditions telles que le prix de la vente. Si par exemple il peut y avoir des conditions suspensives d'offre de prêt, vous allez également l'inscrire dans votre offre. Ça, c'est des éléments du coup qui sont assez importants. Donc, cette offre d'achat, c'est un premier accord entre le vendeur et l'acquéreur sur des conditions générales de la vente. C'est vraiment la première des étapes. Donc, pas de formalisme particulier. Pour autant, c'est vraiment le début qui permet d'enclencher les étapes qui sont plus concrètes dans la suite. Donc, pas de formalisme, certes, mais pour autant, ça permet déjà de formuler un accord entre vendeur et acquéreur sur un bien et sur un prix et d'éventuelles conditions suspensives, notamment celle de la condition de prêt. Exactement. À savoir que ce premier accord constitue quand même un engagement, que ce soit de la part de l'acquéreur quand il formule son offre, mais également de la part du vendeur quand il contresigne cette offre. Donc, à partir du moment où le vendeur a contresigné l'offre, on considère donc que la transaction peut se poursuivre. Et là, on va arriver à l'étape suivante, donc, qui est la constitution du dossier de vente. Donc du coup là, avant de signer, on connaît notre sujet par cœur, mais on a quand même des petites notes, on va pas se mentir. On est sûr de rien oublier aujourd'hui. Donc on va constituer le dossier de vente, donc ce qui va nous permettre ensuite de signer un avant-contrat, donc soit une promesse, soit un compromis, mais ça on développera par la suite. Donc pour constituer le dossier de vente, on a besoin de plusieurs pièces pour avancer. Donc au minimum, on va avoir besoin du dossier de diagnostic technique qui va être réalisé sur le bien. Ça peut être par exemple le certificat de risque d'exposition au plomb, le diagnostic d'amiante. Si on est en copropriété, on va avoir également un certificat Carrez. On va avoir, et ça c'est un sujet majeur pour Beanstalk, le diagnostic de performance énergétique. Vrai sujet du moment. Voilà. Comme vous le savez, il y a un gros enjeu autour de la performance énergétique des logements, puisqu'avec la loi climat, donc on prévoit donc maintenant qu'il y aura des interdictions de mise en location pour certains logements, et notamment ceux qui sont classés G et F, donc une interdiction qui va se faire progressivement. Donc forcément, pour nous, ça constitue un enjeu très important puisqu'on fait de l'investissement immobilier locatif. Donc, on accorde une attention particulière aux diagnostics qui vont nous permettre de prévoir justement éventuellement des travaux de rénovation énergétique si le bien est classé F ou G. C'est tout l'intérêt et l'accompagnement de Beanstalk et la plus-value qu'apporte Beanstalk, c'est qu'au-delà d'une annonce et d'une transmission des diagnostics, il y a surtout qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qu'on va les éléments sur lesquels on va pouvoir aider pour justement rendre la location pérenne et durable, et ce, quelles que soient les lois qui ont été mises en place. Alors, il faut savoir aussi, petit aparté, c'est que ces diagnostics, ils peuvent varier en fonction de la situation géographique, en fonction de l'année d'immeuble.
Voilà, il y a plusieurs choses qui peuvent être différentes. Ils ont aussi une durée de validité qui est différente. Et c'est sur ça aussi qu'on est très attentif, hein, surtout les juristes, bien sûr. C'est sur ça aussi, elles sont extrêmement attentives, que tout vraiment soit bien dans les règles et soit bien à jour pour la mise en place de l'avant-contrat. Exactement. Donc ensuite, on va également accorder une attention particulière à d'autres documents, comme par exemple la taxe foncière, qui vont nous permettre aussi d'évaluer du coup la rentabilité du bien. On va également regarder si le bien se situe en copropriété. On va examiner tous les procès-verbaux d'assemblée générale. Donc les copropriétés chaque année se réunissent pour voter les budgets, les travaux, etc. Et nous, on va y accorder une attention particulière chez Binstock afin de s'assurer que la copropriété ne présente pas particulièrement de risques pour les acquéreurs. J'entends par là, par exemple, je sais pas, des problèmes de structure sur l'immeuble ou ce genre de choses. Donc, nous, on s'assure de tout ça et on essaye de voir justement comment conseiller au mieux nos acquéreurs. Et appréhender d'éventuels travaux qui pourraient avoir lieu aussi, parce que c'est pas le tout de dire OK, tout va bien, c'est surtout éventuellement, même s'il y a un risque, condenser le risque, être en mesure de le chiffrer et de pouvoir appréhender au mieux pour la suite du projet. Le but, c'est vraiment de jouer de la transparence, d'où l'intérêt de récupérer ce dossier, puisque en tout état de cause, il sera fourni chez le notaire et vraiment l'acquéreur. Le but, c'est que l'acquéreur achète vraiment en toute connaissance de cause. Il n'y a pas de place à l'incertitude dans une acquisition. Exactement. Et comme ces documents sont assez, on va dire, fastidieux à relire, c'est là tout l'intérêt aussi de l'accompagnement, ou même à comprendre par moment, oui, c'est sûr. Et c'est là l'intérêt du coup de l'accompagnement Binstock, parce qu'on essaye de simplifier un petit peu cette lecture pour nos acquéreurs. Évidemment, on partage aussi, dans un souci de transparence, on partage ces documents, et souvent, ce sont des documents que le notaire récupère, mais ne partage pas forcément en amont, puisque ces documents sont envoyés avec la promesse en annexe une fois signés. Donc voilà, donc ça, ce sont des documents très importants. On a d'autres documents également qui vont être demandés. C'est des documents donc, qui sont imposés par la loi, comme par exemple le règlement de copropriété, pareil, si on est en copropriété. Ça peut être le type de propriété du vendeur également. Ça paraît bête, mais il faut quand même s'assurer que le vendeur est bien propriétaire de son bien. Et on parle en connaissance de cause. Exactement. Donc s'assurer qu'il a bien le droit de vendre ce bien-là. Donc voilà, donc ça c'est toute une étude qui est faite, donc qui est faite également par les notaires principalement. C'est ce qui explique, si je peux me permettre, c'est ce qui explique que potentiellement les signatures d'avant-contrat prennent un certain temps. C'est-à-dire que ces documents, ils peuvent être plus ou moins facilement récupérables, tout dépend du syndic et des différents protagonistes qui interviennent. Donc c'est vrai qu'il y a le syndic, il y a le vendeur, il y a éventuellement les impôts. Donc on ne signe pas, ou très très rarement, un avant-contrat dans les 2 jours qui suivent l'offre, mais c'est normal. C'est vraiment pour sécuriser au mieux le projet, permettre au vendeur de vendre sereinement, mais permettre à l'acquéreur d'acheter aussi avec toutes les informations qui puissent être communiquées. Exactement. Donc, une fois qu'on a réuni tous ces éléments du dossier de vente, on va passer à la signature de ce qu'on appelle un avant-contrat. Donc là, c'est soit une promesse qu'on va signer la plupart du temps chez le notaire, soit un compromis de vente qui se signe très régulièrement en agence. Très rarement chez le notaire. Très rarement chez le notaire, exactement. Donc l'un ou l'autre finalement sont assez semblables. L'idée c'est de se mettre d'accord sur toutes les conditions de la vente, qu'il y ait un accord du coup entre le vendeur et l'acquéreur sur le prix déjà exactement. Donc toutes les conditions financières autour de la vente. Ça peut être des accords sur les conditions suspensives de la vente. Ou d'autres éventuelles conditions qui peuvent être soumises aussi. Exactement. Il faut savoir que dans un avant-contrat, tout peut être mis dès l'instant qu'il y a un accord et du vendeur et de l'acquéreur, et que aucun des deux ne doit être lésé. Donc, c'est vraiment l'idée, c'est de se mettre d'accord sur cet acte et qu'on puisse signer sereinement et avancer sereinement. C'est ça, exactement. Donc voilà, après, comme on disait, le principe est un peu le même. Donc les 2 avant-contrats, que ce soit la promesse ou le compromis, vont bien identifier et le vendeur et l'acquéreur, vont bien reprendre la désignation du bien pour être sûr que du coup on soit d'accord sur le bien qui est acheté, vérifier que la désignation qu'on inscrit dans le compromis soit bien conforme à ce que l'acquéreur a visité. Ça, c'est super important. Une petite remarque, c'est qu'en fait, la désignation, comme parle Pauline, la désignation, elle doit d'abord être identique à celle qui est écrite dans le règlement de copropriété. Si le bien a subi d'éventuelles modifications, ce n'est pas grave, c'est juste réajusté.
Donc, le notaire précise que maintenant, le logement, ce n'est plus une salle de séjour et une salle à manger, mais une chambre et un séjour. Voilà. Donc, mais en tout état de cause, c'est parce qu'on a eu souvent la remarque de « mais le bien a changé, je ne comprends pas pourquoi c'est cette désignation ». C'est la loi, c'est obligé. On doit d'abord mettre la désignation telle qu'elle résulte du règlement de copropriété initial. C'est ça. Donc, ça arrive qu'on ait deux désignations du bien, une désignation initiale, donc comme le disait Maëlle, du règlement de copropriété, et une désignation qu'on appelle souvent désignation actuelle et qui reprend du coup normalement ce que l'acquéreur a Achète visité. véritablement. Voilà, c'est ça. Souvent, il est même précisé que suite à des travaux, parfois on précise même l'année des travaux. Ça, c'est pas toujours le cas parce que parfois ça date d'il y a longtemps, mais parfois c'est quand même précisé. Ensuite, on va reprendre du coup aussi la destination du bien, c'est-à-dire de vérifier, surtout dans le cadre d'un investissement immobilier locatif, que le bien est bien à usage d'habitation. Ça, c'est un élément important aussi. Comme on le disait, on reprend aussi toutes les conditions financières, donc le prix de vente, c'est quand même la principale chose qui nous intéresse, mais on va également reprendre, indiquer les frais d'acquisition. Donc ça, c'est ce qu'on appelle communément les frais de notaire, qui sont en fait principalement constitués de taxes qui sont prélevées certes par le notaire, mais qui sont redistribuées les ensuite. Les notaires sont collecteurs d'impôts. C'est ça. Il faut savoir, je crois que c'est le pourcentage à vérifier, mais c'est de l'ordre de 3% qui revient au notaire sur les 8% à peu près. Les 8% qui sont récoltés. Donc, c'est pour ça que vous verrez souvent dans vos actes frais d'acquisition et non frais de notaire. Mais c'est la même chose. Ouais, exactement. On y indique également donc, les frais de négociation. Donc, quand il y a une agence ou deux agences qui ont participé à la vente ou à l'acquisition, qui ont participé à la négociation du bien, on va indiquer également du coup leurs honoraires en précisant si elles travaillent sur mandat de vente, sur mandat de recherche. Et on va donc préciser tout ça. Ensuite, on va préciser les conditions suspensives et notamment celle qui est le plus importante souvent pour les acquéreurs, c'est la condition suspensive d'obtention du prêt. Où là, il faut savoir que ça fait partie de la négociation, d'aller donc négocier le montant que l'on va indiquer. Bien souvent, l'usage, c'est d'y indiquer le montant du prix de vente. Mais parfois, on peut mettre plus, moins, on peut y intégrer des travaux. Ça, c'est toute une négociation qu'on va avoir avec le vendeur. On y indique également donc, la condition sur le taux et sur la durée. Ça, pareil, le taux, on essaye de prendre un taux moyen au regard des taux qui sont actuellement. Il faut que ce soit juste entre le vendeur et l'acquéreur aussi. C'est ça. Même si un acquéreur va proposer une simulation, il est tout à fait possible que le notaire qui est rédacteur de l'acte mette plutôt le taux moyen. Donc, il mettra le montant qui est accordé, qui est proposé en conditions suspensives. Pour autant, le taux, ce sera le taux moyen. Et très souvent, on va sur des sites qui proposent les taux moyens à l'heure actuelle sur la durée qui est envisagée dans la condition suspensive. Exactement. Donc voilà, donc ça c'est une condition qui nous intéresse énormément, mais il y a également d'autres conditions comme par exemple la condition hypothèque, voilà, qui sont d'autres conditions également qui sont assez importantes. De droit commun. Mais c'est ça. Il y a des conditions suspensives plus précises qui sont vraiment propres à l'acquéreur et des conditions suspensives, ce qu'on appelle de droit commun, donc qui sont inhérentes à chaque acte. Et notamment, on revient sur le fait de prouver que le vendeur est bien propriétaire. Ça fait partie de ces conditions suspensives, même si ça fait sourire. C'est vraiment quelque chose qui est amené à être vérifié. Donc voilà, donc les conditions suspensives, en tout cas, c'est quelque chose de très important à indiquer dans l'acte et à bien vérifier qu'elles soient présentes. Ensuite, on va se mettre d'accord également sur le séquestre. Le séquestre, c'est une sorte d'acompte que va verser l'acquéreur donc au notaire. Ce séquestre, généralement, il se situe actuellement à 5% du prix de vente. C'est une pratique. Ouais, c'est une pratique de mettre 5% du prix de vente. Qui est négociable aussi, d'ailleurs. Qui est négociable aussi. Ça nous est déjà arrivé, nous, de négocier parce que, par exemple, l'acquéreur voulait mettre moins d'apport ou alors c'était plus long de débloquer cette somme, etc. pour lui. Donc, on peut négocier par moment de mettre un séquestre plus bas, voire de ne pas en verser. Certaines villes, par exemple, je pense que c'est au Havre, ils ont la pratique de ne pas mettre de séquestre. Alors, ça concerne surtout les petits biens, mais ils ont cette pratique-là de ne pas prévoir de séquestre. Mais quand même, dans l'usage, généralement, l'acquéreur verse un séquestre donc de 5% qu'il verse au notaire et que le notaire va garder du coup jusqu'à l'acte authentique. Ce séquestre, donc du coup, a vocation à s'imputer sur le prix de vente si la vente se fait au moment de l'acte authentique. En revanche, ça peut être quelque chose qui peut être demandé par le vendeur si l'acquéreur se rétracte en dehors de toute condition suspensive et en dehors du délai de rétractation. Par caprice, comme l'aiment le dire les notaires. Les notaires aiment bien appeler ça le prix du caprice. En général, même le vendeur a le droit de réclamer 10% à ce moment-là.
Donc voilà, il y a le fameux séquestre qui est vraiment une forme d'engagement. Donc, il faut savoir que le vendeur, lui, une fois qu'il a signé l'acte, il est obligé de vendre. L'acquéreur a toujours différentes possibilités de sortir de la vente. Donc, pour cela, il faut quand même montrer une forme d'engagement et d'où le fait de mettre en acompte. Donc, séquestre, c'est non juridique, mais un acompte, c'est beaucoup plus parlant. Ça dort chez le notaire, hein, donc ce n'est pas quelque chose qui est sur le compte du vendeur, ça dort chez un notaire. Ça sera réutilisé, comme le disait Pauline, en déduction du prix de vente au moment de l'acte final, ou ça sera éventuellement rendu à l'acquéreur s'il se rétracte ou s'il sort de la vente dans le cadre de ces conditions. On peut peut-être du coup rebondir sur les différentes capacité de sortir de l'acquéreur? Ouais, par exemple, justement, on parlait des conditions, on parlait justement des conditions suspensives. Par exemple, c'est une condition suspensive d'offre de prêt qui est prévue dans la promesse ou dans le compromis. Eh bien, si l'acquéreur n'obtient pas son prêt, qu'il présente des refus de prêt, justement, correspondant bien à la condition suspensive, il aura le droit de sortir de la vente. Il peut sortir de la vente. Et dans ces cas-là, on pourra lui restituer son séquestre. Bien entendu, il faut respecter certains délais, il faut respecter les conditions indiquées dans la promesse, etc. Mais c'est une possibilité. De même, si par exemple, on découvre que le bien est soumis à une hypothèque, il y aura aussi ce choix-là. Si par exemple, le bien subit un sinistre vraiment très important, par exemple, il prend feu, on a un incendie sur le bien entre la promesse et l'acte authentique, eh bien l'acquéreur aura également la possibilité du coup de se rétracter de la vente. Et puis également, évidemment, on a le délai de rétractation, qui est un délai du coup délai légal, qui est donc de 10 jours à partir du lendemain de l'envoi de la promesse signée et de toutes les annexes. Voilà, donc ça c'est un délai légal où par contre l'acquéreur n'a pas à justifier sa sortie de son acquisition. Tout simplement envoyer par lettre recommandée qu'il souhaite sortir de la vente et puis on considère que donc il s'est rétracté et là il récupérera son séquestre. C'est ce qu'on disait, en fait, l'acquéreur, il achète vraiment en toute connaissance de cause. Donc, le but du délai rétractation, c'est que suite à la transmission de tous les documents qui sont imposés par la loi ALUR, on parlait notamment des diagnostics, du règlement de propriété, des procès-verbaux d'assemblée générale. Si finalement il s'avère qu'une information ne lui avait pas été communiquée et remet du coup en cause son projet, il a la capacité de se rétracter, comme disait Pauline, dans le délai de 10 jours à compter de l'envoi du recommandé, sans avoir besoin de justifier. Après, bien évidemment, il ne faut pas prendre cette capacité de rétractation comme une possibilité de sortir. Comme je le répétais en début, c'est qu'on a un certain temps pour signer un acte. Le but de ce temps, c'est de l'utiliser à bon escient aussi. Donc, de s'assurer que vraiment on est sûr de ce projet, qu'on veut continuer et qu'on est prêt à s'endetter du coup pour ça. Mais malgré tout, il peut y avoir des mauvaises surprises, notamment en ce qui concerne le prêt-état daté, qui est un document aussi imposé par la loi ALUR et qui est transmis au moment de l'acte de l'avant-contrat, qui permet de relater toute la comptabilité de la copropriété, aussi bien de l'immeuble en entier que vis-à-vis du lot concerné. S'il s'avère qu'il y a un certain montant d'impayés qui ne nous avait pas été communiqué en amont et qui représente vraiment une somme très importante sur le budget global de la copropriété, on peut comprendre que cela suscite de l'inquiétude vis-à-vis de l'acquéreur et que ça suscite un doute et un questionnement. Voilà, c'est ce genre d'éléments qui pourrait permettre potentiellement de justifier, enfin en tout cas de nécessiter d'utiliser son délai de rétractation. Exactement. Et c'est tout l'intérêt aussi de Beanstalk, c'est que nous, justement, on essaye d'avoir toutes les informations en amont pour éviter justement d'avoir des surprises une fois qu'on a signé un acte. Donc, pour résumer, donc quand on signe soit un compromis ou une promesse, donc l'acquéreur doit bien vérifier certaines conditions indiquées dans l'acte et il aura du coup un séquestre à verser. Il faut savoir que du coup, à ce moment-là, l'acquéreur doit quand même verser. Donc, comme le dit Maëlle, c'est plutôt un acompte. Donc, il faut savoir qu'il y a de l'argent qu'il faut sortir à ce moment-là. Et également, il peut être demandé par le notaire une provision sur frais. Donc ça va être une provision qui va être donnée au notaire pour lui permettre de faire toute le délai de diligence, c'est-à-dire demander certains documents, etc., en vue de signer l'acte authentique. Et également, quand on signe chez le notaire, la rédaction de la promesse peut être facturée par le notaire. Une procuration aussi peut être facturée, ça dépend pour le coup du notaire. Et quand on signe une promesse de vente, également, on a 125 € de frais d'enregistrement de la promesse
qui sont demandés par le notaire. Donc voilà, donc il faut savoir que quand on achète un bien, au moment de la promesse, donc au moment de l'avant-contrat, voilà, dès la promesse, il y a un certain engagement de l'acquéreur qui est demandé, qui doit être vérifié, et c'est vérifié également par le versement de cet acompte. Donc voilà pour la signature donc, de la promesse et du compromis, qui est une étape du coup très très importante puisque c'est là vraiment qu'on se met d'accord sur toutes les conditions de la vente. Et notamment cet acte met en lumière les grandes dates, ce qu'on appelle des dates butoirs, donc les dates maximum. Donc Pauline parlait tout à l'heure des conditions suspensives d'obtention de prêt. Donc au-delà des éléments de la condition, il y a aussi une durée. Dans la pratique, en général, on laisse 2 mois à l'acquéreur pour obtenir son offre de prêt. Donc c'est-à-dire que l'acquéreur doit prouver qu'il a été bien diligent sur ses démarches et qu'il a obtenu son offre de prêt dans les temps. Donc 2 mois, alors pour la petite info, 2 mois, ça peut paraître très long, mais en fait, ça ne l'est pas. C'est la lenteur administrative de certaines banques ou je ne sais quelle raison, ou du conseiller qui part en vacances. On peut vite être hors délai. Donc attention à ça, attention à être bien vigilant dessus. Pour autant, on ne demande pas au-delà de 2 mois. Ce ne serait pas forcément quelque chose qui serait intelligent. Pourquoi? Parce que ce serait permettre à la banque d'être potentiellement plus lente qu'elle ne l'aurait été au préalable. Donc, vraiment rester sur ces délais de 2 mois, mais être continuellement en contact avec sa banque pour vraiment assurer les délais ou éventuellement, si besoin est, en dernier recours, faire une demande, c'est ce que tu allais dire, de prorogation. Faire une demande de prorogation. Exactement. Oui, c'est toujours possible. On prévoit aussi dans l'acte, du coup, cette possibilité-là. C'est que si vraiment vous voyez que ça va être très, très juste pour obtenir votre prêt dans les délais, parce que, je sais pas, moi, par exemple, on est au mois d'août. Au mois d'août, on sait que les banques sont très ralenties. Dans ces cas-là, c'est toujours possible d'aller essayer de demander aux vendeurs, par l'intermédiaire des notaires, un petit délai supplémentaire. Donc, on appelle ça proroger le délai de la condition suspensive. Et non juridique. Voilà. Juste dire prolonger. C'est ça. Donc, on demande simplement un délai supplémentaire. Alors, souvent, on ne demande pas 2 mois de plus, mais rien que 15 jours, 3 semaines, ça peut parfois suffire pour obtenir l'offre de prêt parce qu'on sait que parfois, ça met un petit peu de temps, justement, à être édité. Alors, pour autant, c'est pas obligatoire, enfin, c'est pas, le vendeur n'est pas obligé de l'accepter, pardon. Donc, c'est quelque chose qu'il faut aller négocier. C'est ça. On peut montrer sa bonne foi en montrant, par exemple, un accord de principe ou une simulation d'une banque, un mail, pour montrer que voilà, c'est en bonne voie, mais que bon, c'est pas encore accepté. Voilà. Pour autant, c'est quelque chose quand même qui est tout à fait possible et qui est souvent d'ailleurs indiqué dans l'acte. Encore une fois, tout est une question de bonne foi. Donc, on ne peut pas demander une prorogation simplement parce qu'on n'a pas été diligent et qu'on est parti 2 mois en Thaïlande. Je prends un exemple. Voilà. Mais on doit quand même montrer ses diligences. On doit montrer, par exemple, comme disait Pauline, un accord de principe, quelque chose qui montre que c'est en bonne voie. Que l'édition, parce que parfois, il faut le savoir, l'édition de l'offre met plus de temps que l'acceptation du dossier en elle-même. C'est comme ça passe par différents services chez la banque et ça met un certain temps. Donc, juste il faut se mettre à la place du vendeur aussi, c'est le rassurer au mieux, ne pas le faire patienter pour rien. Et simplement être cohérent. Encore une fois, c'est être juste dans tout ce qui est demandé entre vendeur et acquéreur. Voilà, donc voilà pour le délai des 2 mois de la condition suspensive. On a un autre délai qui concerne certains biens et pas tous les biens. On a certains biens qui sont concernés par le droit de préemption de la mairie. C'est-à-dire que la mairie définit des zones, des plans avec donc, des biens où elle a le droit, donc préempter, ça veut dire qu'elle a une priorité d'achat sur ces biens-là et elle doit le justifier évidemment. Souvent, c'est pour l'intérêt général, des logements sociaux. Ça peut être vraiment, enfin, ça doit être un intérêt quand même public, quoi. Et donc, on a un délai où le notaire doit demander à la mairie pour ces biens-là si elle souhaite acheter ou non. Et là, c'est un délai de 2 mois. Donc, il envoie à la mairie un petit courrier pour faire très simple. Il envoie un petit courrier à la mairie avec donc la promesse de vente en disant voilà, il y a quelqu'un qui va acheter ce bien-là. Est-ce que vous voulez acheter aussi ou pas? Et là, la mairie, elle a 2 mois pour répondre. Donc, soit elle répond avant et dans ces cas-là, si elle dit non, on peut continuer la vente, il n'y a pas de souci. Soit elle ne répond pas et dans ces cas-là, on est obligé d'attendre que le délai des 2 mois s'écoule pour pouvoir continuer la vente. Et au bout des 2 mois, donc si elle ne répond pas, elle considère qu'elle ne souhaite pas préempter. En revanche, la mairie peut très bien dire moi, je veux bien faire une visite, je veux aller voir le bien. Voilà. Et dans ces cas-là, on voit après comment ça se passe, si elle achète ou pas.
Alors, pour la petite anecdote, il y a une dynamique en ce moment en France sur le fait que les mairies n'ont pas forcément l'intention de préempter, mais organisent malgré tout des visites. Dans l'idée, c'est surtout pour vérifier la décence du logement. Simplement, voilà. Donc, il ne faut pas toujours être inquiet vis-à-vis de la mairie. Il est très, très rare que la mairie achète un lot isolé. Donc, c'est-à-dire un lot parmi un ensemble d'immeubles où il y a 20 lots. Donc, il ne faut pas toujours s'inquiéter. On sait qu'on a des villes où la mairie va être curieuse de vérifier la décence du logement et éventuellement, elle peut soumettre des aides financières dans le cadre des travaux de rénovation énergétique, pardon. Voilà. Et en fait, l'avantage, excuse-moi, l'avantage de ce délai de 2 mois lié à ce qu'on appelle la DIA, donc le délai de préemption, il est le même que le délai pour obtenir son prêt. Donc finalement, ça ne fait pas perdre du temps potentiel, c'est juste englober ces 2 mois l'un dans l'autre. Et donc également, on a ce délai-là, et également on prévoit un dernier délai dans la promesse qui est le délai pour signer l'acte authentique. Donc on fixe une date butoir pour la signature de la vente, donc de la vraie vente, on va dire. La finale. Non, l'acte final, c'est ça. Donc de l'acte authentique de vente. Donc là, c'est toujours chez le notaire qu'on le fait. Donc si on résume, on a plusieurs délais associés. Donc on a d'abord le délai de rétractation, donc qui est de 10 jours. Ensuite, on a la date butoir pour la condition suspensive d'offre de prêt, donc qui est de 60 jours généralement. À savoir que ce délai-là, c'est pas un délai légal. Donc il peut être plus, il peut être moins, c'est une négociation. Mais dans l'usage, on met 60 jours en général, donc 2 mois. On a le délai donc du droit de préemption de la mairie quand le bien est concerné. Et on a le délai pour signer l'acte authentique qui est généralement de 3 mois. On prévoit généralement un délai de 3 mois parce que on considère que du coup, si on met 2 mois à obtenir l'offre de prêt, ensuite, il faut attendre un certain délai pour pouvoir la signer. Et puis ensuite, le temps de débloquer les fonds, etc., ça peut prendre un petit peu de temps. Donc, on prévoit 3 mois. Donc, en gros, oui, voilà, entre l'offre et l'acte final, passation de propriété, ça peut mettre environ 4 mois. Donc, 1 mois, alors ça reste évidemment des environs, hein, c'est pas toujours des délais très fixes, mais 1 mois pour signer l'avant-contrat et 3 mois pour signer l'acte final, 3 mois qui englobe du coup la CS de prêt et le délai de préemption. Tout à fait. Donc, une fois que toutes les conditions sont remplies, donc c'est-à-dire que l'acquéreur a eu son offre de prêt, la mairie a dit qu'elle ne voulait pas préempter, voilà, si tout ça est rempli, ça se passe très bien. Voilà, ça c'est le meilleur des cas, c'est beau, c'est des cas qu'on aime. Et là, donc, on va passer à la signature de l'acte authentique. Alors, sachant que nous, on conseille toujours, et la plupart des agents immobiliers le conseillent également, de faire une revisite avant de signer l'acte authentique, donc d'aller le visiter soit la veille, soit 2 jours avant, mais vraiment de le prévoir vraiment juste avant la date de signature, d'aller revisiter le bien pour vérifier qu'il est bien conforme à ce que vous aviez visité initialement et à ce que la promesse prévoyait. Voilà. Je fais une petite précision. En fait, au-delà de la revisite, par exemple, chez Binstock principalement, on est sur des petits logements qui sont souvent inhabités. Le but de la revisite, c'est aussi de vérifier s'il n'y a pas eu potentiellement un dégât des eaux, un squat, enfin quelque chose qui n'était pas prévu. Donc le but, c'est vraiment de revisiter idéalement la veille de la signature de l'acte authentique pour acter que le bien est tel qu'il était au moment de l'avant-contrat et aussi, accessoirement, pour prendre le relevé des compteurs pour pouvoir passer les contrats qui sont au nom du vendeur ou au nom de l'ancien locataire éventuellement, au nom du nouveau propriétaire. Exactement. Donc voilà, donc petite visite quand même qui est assez importante. D'ailleurs, tous les notaires, enfin la plupart des notaires en tout cas, la recommandent également. C'est assez important. Nous, on les fait. D'ailleurs, on a souvent des clients qui ne souhaitent pas forcément être présents. Nous, on s'assure quand même de la faire toujours, de récupérer tous les éléments et de pouvoir signer vraiment en toute sérénité l'acte. Oui, tout va bien, tout est OK. Je rebondis du coup sur la petite histoire s'il y a un dégât des eaux potentiel. Oui, exactement. Si on a un dégât des eaux, donc si on fait la revisite et qu'on s'aperçoit qu'il y a eu un petit dégât des eaux entre-temps, ou un dégât des eaux avant d'ailleurs, exactement. C'est pas forcément quelque chose qui doit être bloquant. Le principal, c'est de vérifier que tout a été fait dans les règles, c'est-à-dire que le vendeur a bien déclaré ce dégât des eaux à l'assurance. Donc, il faut que son assurance soit bien au courant de ce dégât des eaux. Éventuellement, si un expert peut passer pour nous faire le rapport d'expertise,
c'est encore mieux. Et de toute façon, dans l'acte, on prévoira une subrogation, donc c'est-à-dire que l'acquéreur va subroger le vendeur dans ses droits à l'assurance, et donc ce sera in fine l'acquéreur qui sera indemnisé par l'assurance. Donc voilà, ça ne doit pas être quelque chose qui... alors évidemment, ça dépend du dégât des eaux qu'il y a, mais quand ça arrive régulièrement qu'il y ait des petits dégâts des eaux, par exemple un ballon de chaude qui a eu une petite fuite ou ce genre de choses, voilà, c'est pas forcément trop grave. Ça peut être une source d'inquiétude, mais tout est prévu pour. C'est pas du tout quelque chose qui peut être bloquant. L'essentiel, c'est que ce soit dit, que ce soit écrit et que ça puisse suivre son cours par la suite. C'est ça, nous, chez Beanstalk, quand c'est le cas, parce qu'évidemment, c'est des cas qui sont, alors je ne vais pas dire courants, mais qui arrivent, quoi. Donc, on s'assure bien que les déclarations soient faites, etc., que tout cela soit annexé à l'acte et inscrit dans l'acte également pour que l'acquéreur soit serein sur cette partie-là. C'est justement le rôle qu'on va avoir chez Beanstalk, c'est que ça peut créer de l'angoisse vis-à-vis du client. En tant que Customer Success, justement, c'est là l'idée de faire vraiment l'intermédiaire avec le notaire, réitérer les faits de façon pragmatique, agir en conséquence auprès du vendeur et auprès de l'agent qui représente le vendeur pour que les démarches soient faites et qu'on puisse vraiment tout acter dans l'acte et tenir informé le notaire pour qu'il puisse rédiger en conséquence. Donc, c'est là aussi notre suivi, notre accompagnement durant la transaction qui peut être bénéfique et qui soulage nos clients. Exactement. Donc voilà, donc on va l'inscrire dans l'acte, hein, comme on disait, si jamais il y a eu un petit dégât des eaux ou autre, hein, ça peut être, je ne sais pas quoi d'autre d'ailleurs, mais voilà. On s'assure aussi, on peut s'assurer aussi éventuellement lors de la révisite, par exemple, on a prévu que des meubles soient vidés ou qu'au contraire des meubles restent. Donc c'est aussi ce moment-là où il faut s'assurer que tout est bien tel qu'il avait été prévu dans l'avant-contrat. Exactement. Donc c'est pas une obligation, c'est fortement recommandé. Voilà. Et donc du coup on va signer donc un acte authentique où là pour le coup on va reprendre exactement les termes de la promesse et du compromis. Donc en principe on n'a pas d'éléments nouveaux et donc ça te fait sourire. On a chez Beanstalk des cas où on apprend des nouveautés, mais on peut avoir des petites surprises, mais la c'est pour ça qu'on est là. Voilà, c'est pour ça qu'on est là, c'est pour les gérer, pour que nos acquéreurs n'aient pas ce stress justement, parce que parfois ça peut être en effet, comme le disait Mel, source de stress. Et donc nous, on est là pour accompagner. Pour ça, donc on ne stresse pas face à ça. Voilà, on est très sereine et on sait comment gérer. Donc voilà, on est là pour ça. Donc voilà, donc en principe rien de nouveau. Et si le vendeur et l'acquéreur sont OK, que le notaire a bien reçu les fonds, ça les notaires sont assez intransigeants là-dessus. Il faut qu'ils aient les fonds sur leur compte, c'est normal. Mais il faut qu'ils aient les fonds sur leur compte pour la signature. Et donc, si tout est OK, eh bien, on signe. À savoir que le notaire va prévoir du coup un décompte aussi. On va répartir les charges entre le vendeur et l'acquéreur à ce moment-là. Donc, l'acquéreur peut parfois avoir un petit chèque à faire au vendeur ou inversement, ça dépend. Mais là, en général, donc, on va prévoir la taxe foncière. On va la répartir donc au prorata temporis, c'est-à-dire que là, par exemple, vous signez le 4 novembre, votre acte authentique le 4 novembre, vous allez payer pour le reste de l'année, alors que le vendeur prendra sa charge, donc toute la partie avant le 4 novembre. Donc ça, on va prévoir la répartition entre le vendeur et l'acquéreur. Le notaire va également prévoir la répartition si vous achetez en copropriété, donc des charges de copropriété, à savoir que là, pareil, on va répartir les charges courantes donc au prorata temporis, c'est exactement de la même façon que la taxe foncière. Et puis ensuite, s'il y a par exemple un fonds de travaux, on peut prévoir le remboursement par l'acquéreur, donc au vendeur, de ce fonds de travaux. Petite subtilité pour les travaux votés en copropriété. Ouais. Dans les faits, il y a deux formes de répartition vis-à-vis des travaux. Donc les travaux qui sont, comme le disait Pauline, votés lors d'une grosse réunion, une assemblée générale tous les ans en copropriété, avec tous les copropriétaires de l'immeuble. Et dans les faits, tout ce qui est adopté avant la signature du compromis ou de la promesse reste à la charge du vendeur. Ce qui est logique puisque l'acquéreur n'existait pas encore, on ne peut lui imputer des travaux. Ça, c'est une répartition qui est une répartition conventionnelle, cette répartition. Voilà, c'est ça. Parce qu'on a, donc, comme oui, c'est la répartition qu'on a l'habitude de faire, en effet. Mais il y a la répartition légale. En fait, il y a deux répartitions. Il y a une répartition donc, légale, qui est la répartition où on va indiquer que celui qui est propriétaire au moment de l'exigibilité des fonds, donc au moment où le syndic appelle les fonds, est redevable de ce montant-là.
Or, il y a également une répartition conventionnelle, et c'est celle dont parlait Maëlle, justement, où on va prévoir que si jamais des travaux ont été votés avant la signature de la promesse ou du compromis, donc par le vendeur, dans ces cas-là, on prévoit que le vendeur reste redevable de ces travaux-là. Même si les fonds n'ont pas encore été appelés, parce qu'en fait, il faut savoir que le syndic, lui, une fois que l'acte final, l'acte authentique a été signé, il ne connaît plus que l'acquéreur qui est devenu du coup le nouveau propriétaire. Donc, même si des travaux ont été adoptés avant, il n'appellera que au propriétaire actuel. Mais le but, c'est qu'il y ait une répartition qui ait déjà été faite par le notaire au moment de l'acte authentique, si c'est du coup une répartition conventionnelle qui a été prévue dans l'acte. Donc, attention à cette petite subtilité. Souvent, les notaires optent pour la répartition conventionnelle. Attention peut-être sur les compromis de vente qui sont faits en agence, où là, on est un petit peu plus sur de la répartition légale. Ça dépend. Pour le coup, ça dépend vraiment de l'agence. Ouais, ça dépend. Mais en tout cas, c'est vrai que nous, on prévoit la plupart du temps la répartition conventionnelle, qui est un équilibre un peu, enfin, un petit peu plus équilibré, on va dire, entre le vendeur et l'acquéreur. Donc voilà, donc tout ça, c'est prévu par le notaire au moment de l'acte authentique. Et puis, donc, une fois que vous signez, le vendeur vous remet les clés et vous êtes donc propriétaire d'un nouveau bien. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions sur toutes ces étapes de la transaction. On y est passé un petit peu rapidement. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, d'ailleurs, n'hésitez pas à prendre rendez-vous. Hein, Vous ne savez pas l'effort que ça nous a demandé de condenser en si peu de temps. Ouais. Parce qu'on avait tellement de choses à dire. Donc, vraiment, ne pas hésiter. Bien parler aussi. Hein. On aime bien parler, au cas où ça ne s'est pas vu. Donc, vraiment, il ne faut pas hésiter. D'ailleurs, vous allez sûrement avoir un petit lien qui va s'afficher pour prendre rendez-vous. Donc, vraiment à disposition. On a pu dire que vraiment l'essentiel, mais on a encore masse d'informations à communiquer. Donc n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous. On répondra à toutes les questions avec plaisir. En attendant, si vous voulez, on a encore un petit peu le temps pour répondre à 2-3 questions si jamais vous le souhaitez. Il y a une question qui semble intéressante sur la procuration, enfin, sur le fait d'être présent ou non aux différents actes. C'est ça. Donc, la question, c'est de savoir si on est obligé d'être présent ou pas. Alors, on n'est pas obligé d'être présent, que ce soit chez le notaire ou avec un compromis d'agence. À savoir que les compromis d'agence se font aujourd'hui régulièrement par signature électronique. Donc, c'est un mail qui vous est envoyé et puis vous signez via une plateforme style DocuSign. Et chez le notaire, vous n'êtes pas non plus obligé d'être présent puisque le notaire peut établir ce qu'on appelle une procuration. Et donc là, soit vous donnez procuration à une personne de votre choix qui va vous représenter, soit vous donnez procuration. Donc le notaire va prendre procuration pour un de ses collaborateurs qui va donc signer pour vous au moment de la signature de l'acte. À savoir que nous, chez Beanstock, on a beaucoup de clients qui n'assistent pas en présentiel, donc physiquement à la signature. En revanche, on demande beaucoup aux notaires si on peut le faire par visio. C'est assez intéressant parce que ça permet de ne pas devoir se déplacer et de pouvoir quand même assister donc, à la signature de l'acte et de voir avec le vendeur se mettre d'accord, etc. Éventuellement, s'il reste des choses sur lesquelles il faut se mettre d'accord. Nos acquéreurs, je sais qu'ils apprécient assez. Ils apprécient et en fait, il faut savoir qu'il y a des clients qui ne souhaitent pas ou qui ne peuvent pas simplement y assister, même en visio. Chez Beanstock, on a toujours un représentant. Donc, souvent, c'est la CSM qui accompagne le client qui sera amené du coup à être présente à l'acte. Donc, que le client soit là ou pas, il y aura toujours quelqu'un de chez Beanstock pour écouter la lecture de l'acte et confirmer au client que tout s'est bien passé et que la signature a eu lieu. Exactement. Il y a une autre question, je vois, si jamais on a une assemblée générale donc entre le compromis et l'acte authentique. Alors, c'est une super bonne question. Donc, comme on le disait, si ce qui a été voté, on essaye de faire en sorte que ça reste à la charge du vendeur. En revanche, on prévoit toujours dans l'acte que si une AG est convoquée donc entre la promesse et l'acte authentique, ce qui peut arriver parce qu'on est sur un délai de 3 mois, donc on peut tout à fait avoir une AG entre les deux. Dans le cas où on a une assemblée générale, on prévoit que donc c'est le vendeur qui va recevoir la convocation. Le vendeur a la possibilité de donner pouvoir à l'acquéreur d'assister à cette assemblée générale. Donc, il doit le faire au moins 8 jours avant la date de l'assemblée générale, par courrier recommandé. Donc, avec le pouvoir signé. Avec le pouvoir signé, exactement. Et donc, s'il effectue bien ces diligences-là, l'acquéreur donc aura à sa charge les travaux qui seront votés lors de l'assemblée. En revanche, si le vendeur ne vous envoie pas la convocation, n'envoie pas la convocation à l'acquéreur, alors les travaux resteront à sa charge.
Alors que l'acquéreur, dès l'instant qu'il a eu le recommandé du vendeur dans les délais impartis, donc convocation, annexe de la convocation, pouvoir signer, qu'il n'y aille ou qu'il n'y aille pas, ça reste à sa charge. Ça, faut en être conscient. Dès l'instant que le vendeur il a joué son rôle, l'acquéreur ne peut, entre guillemets, qu'en subir les conséquences. Donc, il a le choix d'y aller ou pas. En tout état de cause, les travaux qui auront été votés seront à sa charge. Voilà. On a une autre petite question. Ouais. Vas-y, je te laisse. On a une petite question du coup liée sur les différents termes qui peuvent être utilisés. Donc en effet, c'est quelque chose aussi, c'est une question qui est assez récurrente. Donc on parle de prix FAI, de prix net vendeur, de prix de vente. Alors ça va pas forcément être la chose la plus simple à expliquer à l'oral comme ça. Donc n'hésitez pas à nouveau à prendre rendez-vous parce que je pense que ça va susciter encore plus de questions. Mais pour être assez brève là-dessus, le prix FAI, c'est le prix frais d'agence inclus. Donc, ça inclut du coup un prix net vendeur plus des honoraires d'agence qui sont égales du coup à un prix FAI. Donc, prix net vendeur, ça porte assez bien son nom. C'est le prix que récupère le vendeur en dehors des frais de notaire, en dehors des honoraires d'agence, etc. Donc, prix FAI, c'est souvent ce que vous allez voir sur des annonces en vitrine d'agences immobilières. On a donc prix net vendeur plus honoraire égale prix FAI, donc prix frais d'agence inclus. On a une autre petite subtilité, c'est le prix de vente. Donc ça, le prix de vente, il peut varier. Il peut être égal au prix FAI ou il peut être égal au prix net vendeur. Cela dépend de la charge de la commission de l'agence. Donc, bien évidemment, c'est dans le cas où il y a une agence qui est amenée à interférer dans la transaction. Dans le cas où c'est un particulier qui a vendu un particulier, le prix net vendeur, du coup, sera le prix de vente. Dans le cas où il y a une agence, si je prends un exemple très concret, donc on est sur un prix FAI à 100 000 euros. On a des frais d'agence de 10 000 euros. Donc, du coup, un prix net vendeur de 90 000 euros. Si les 10 000 euros d'honoraires d'agence sont ce qu'on appelle charge vendeur, le prix de vente sera alors égal au prix FAI, soit 100 000 euros. J'espère que je ne vous ai pas perdu. J'espère que je n'ai pas perdu mon explication non plus. Si, au contraire, les honoraires, donc les 10 000 euros les honoraires d'agence sont charge acquéreur, dans ces cas-là, le prix de vente sera égal au prix net vendeur, soit 90 000 euros. Pour mon explication, moi, je me suis ébouillanté le cerveau, donc je te laisse expliquer les incidences que ça peut avoir sur le crédit derrière. Oh là là. Bon, c'est vrai que c'est un sujet qui est assez compliqué à expliquer comme ça. En général, on fait un petit schéma même au client pour lui faire comprendre. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas du tout à reprendre rendez-vous et on vous réexpliquera tout ça beaucoup plus clairement, avec des petits schémas, des petits dessins, etc. Voilà, c'était pour vous faire un peu travailler le cerveau et surtout sur une mail quand même un petit peu. De temps en temps, ça fait du bien. Non, en vrai, ça peut… je rigole. C'est vendredi quand même. Oui, c'est vrai. Non, mais pour reprendre ce que disait Maëlle, c'est vrai que ça peut avoir une incidence sur le crédit, notamment parce que parfois, certaines banques ne financent pas les frais d'agence quand elles apparaissent charge acquéreur, alors que si elles sont charge vendeur et donc comprises dans le prix de vente, la banque aura plus tendance à les financer. Alors, soit ça peut être intéressant parce que vous voulez les faire financer par la banque, mais également, il faut prendre en compte que si le prix de vente augmente, les frais d'acquisition, donc ce qu'on appelle communément les frais de notaire, vont également augmenter. Donc là, il faut regarder en fait surtout par rapport au prix du bien et au montant initial. C'est ça. Donc au montant de la commission, au montant du prix du bien et puis en effet par rapport à votre projet à vous. Parce que par exemple chez Beanstalk, forcément nos clients ils vont vouloir s'endetter au maximum auprès de la banque. Donc le but c'est d'avoir une capacité d'emprunt et du coup un prix de vente le plus haut possible. Donc le but nous c'est vraiment d'avoir au maximum des mandats qui sont charge vendeur. Quand il s'agit d'une résidence principale où il y aura quasi systématiquement un apport, il est dans ces cas-là plus judicieux d'avoir du charge acquéreur, et ça permet en plus d'avoir une petite réduction sur les frais notaires. Parce que, comme disait Pauline, les frais de calcul, quand c'est du charge acquéreur, sont calculés du coup sur un montant inférieur sur le prix net vendeur, alors que quand c'est charge vendeur, c'est sur un montant supérieur puisque c'est l'équivalent du prix FAI. Voilà, donc ça c'était la petite question le petit mot de la fin qui prend un peu la tête. Non, mais on voit qu'on a quelques autres questions, mais on n'aura pas le temps d'y répondre parce qu'on voit qu'il est déjà 14h. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous. Nous, on se fera un plaisir immense de répondre à toutes vos questions ou nos collègues. Enfin, voilà. Mais n'hésitez vraiment pas à prendre rendez-vous. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir participé et de nous avoir écoutés. D'avoir été attentifs jusqu'au bout.
Merci beaucoup. Merci beaucoup et on se dit à bientôt, j'espère. À très bientôt. Salut. Oui. Et bien, comme le début, voilà. Donc, on redit au revoir.